et bienvenue dans cet épisode du Balado Sciences humaines. Je m'appelle Maxime Coutu et aujourd'hui dans cet épisode intitulé « Consommer à tout prix, les réalités de la fast fashion », on va s'intéresser aux impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'industrie de la mode rapide. Cet épisode est réalisé dans le cadre de mon cours Projet d'intégration en sciences humaines qui marque la fin de mon parcours collégial. Donc pour ce projet, j'ai choisi d'explorer le phénomène de la fast fashion, un sujet qu'on entend de plus en plus dans les dernières années, surtout avec l'augmentation de la consommation et le renouvellement extrêmement rapide des tendances. Quand on parle de fast fashion, on pense souvent à des vêtements à très bas prix, produits rapidement et accessibles à presque tout le monde. Mais derrière cette accessibilité se cache aussi un modèle fortement lié au capitalisme où les entreprises cherchent constamment à produire davantage, à vendre plus rapidement et à encourager une consommation continue. Donc, dans cet épisode, on va donc essayer de mieux comprendre comment l'industrie fonctionne, mais aussi les conséquences qu'elle peut avoir autant sur les travailleurs que sur l'environnement et sur nos habitudes de consommation. Au cours du balado, vous allez entendre les interventions de Madeleine Goubeau, chargée de cours à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM et chroniqueuse spécialisée en mode, ainsi que Sacha Bonapace, finissant en technique de comptabilité et gestion ici au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Des extraits de reportages de géopolitique seront également intégrés afin d'approfondir certains enjeux liés à l'industrie. Donc sans plus tarder, on va entendre Madeleine Goubeau qui va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que la fast fashion et comment ce modèle s'est développé avec le temps. Voici ce qu'elle a à dire sur le sujet. Le fast fashion, c'est un phénomène qui est apparu, je dirais, environ au début des années 2000, où des détaillants se sont mis à proposer des collections de vêtements à un rythme beaucoup plus rapide que ce à quoi on était habitué. Donc, avant le début des années 2000, les marques de mode fonctionnaient vraiment par saison. Il y avait environ 4 arrivages, un petit peu plus avec le temps des fêtes et tout ça, mais environ 4 arrivages des vêtements en boutique par année. Et donc, si on allait magasiner 4 fois par année, on avait à peu près tout vu ce qu'il y avait à voir dans les magasins. Et donc, au début des années 2000, il y a des acteurs comme H&M et Zara. En fait, ça a surtout commencé avec Zara, qui sont vraiment venus modifier ce rythme-là en proposant des collections qui arrivaient d'abord environ tous les 3 semaines en magasin, et puis un rythme encore plus rapide jusqu'à ce que ça atteigne parfois quelques jours entre les arrivages. Donc, eux, ils avaient un modèle qu'on appelle intégré verticalement. Donc, au lieu d'être des magasins qui faisaient des achats auprès de créateurs, ils avaient des dizaines de créateurs à l'interne, anonymes, qui faisaient constamment des nouveaux modèles, en grande partie copiés sur les collections qu'on pouvait voir sur les passerelles à Paris, Londres, New York, Milan. Et donc, comme ça, ils réussissaient, en possédant tous les maillons de la chaîne de production, à avoir des arrivages très rapides en magasin et à avoir leur propre feedback de la part de leurs vendeurs pour ensuite réapprovisionner très rapidement avec les modèles qui avaient bien fonctionné. Donc ça a été la première génération de fast fashion qui a permis d'offrir des styles très collés aux tendances à des prix vraiment abordables aux gens et c'est vraiment un modèle qui est venu réduire le prix des vêtements à une époque où le prix de tous les autres items de consommation augmentait. À notre époque aujourd'hui, on est à une phase d'ultra fast fashion. Donc, on est rendu avec des acteurs qui sont encore plus rapides, qui offrent des vêtements encore moins chers et de plus piètre qualité, qui vont enfreindre des règles de façon encore plus évidente au niveau de la propriété intellectuelle, puisque leur modèle d'affaires est basé sur l'intelligence artificielle. Et donc, les designs vont être produits selon ce qui a été capté sur Internet comme information. Donc, qu'est-ce qui crée le buzz sur TikTok? Qu'est-ce que de jeunes créateurs émergents produisent? Et donc, la machine va prendre tout ça et proposer aux consommateurs des looks très collés au buzz du moment, très collés à leur propre recherche effectuée en ligne. Et ils vont produire de petits lots de milliers de styles différents par jour. Et selon ce qui va fonctionner, là, ils vont en produire un peu plus. Et tout ça est envoyé dans de petits paquets à partir de la Chine directement. Donc, il n'y a pas de boutique physique ou très peu. Il y en existe tranquillement quelques-unes de Shein à certains endroits. Mais donc, c'est un modèle qui est encore plus agile et qui est encore plus donc destructeur pour la planète. Et j'apporterai peut-être un petit bémol. Donc là, je vous parle du modèle d'affaires. Mais moi, je considère que la fast fashion ou l'ultra fast fashion peut aussi être envisagée comme
un mode de consommation, pas juste comme un modèle d'affaires. Donc, quelqu'un de très fortuné peut surconsommer du haut de gamme aussi. Et pour moi, ça constitue de l'ultra fast fashion aussi. Si on renouvelle constamment notre garde-robe en achetant tout le temps du nouveau, en se déculpabilisant peut-être de revendre dans le système du seconde main. Mais pour moi, des personnes qui ont de l'argent, qui achètent plein de haut de gamme, c'est autant problématique que des gens qui surconsomment du Shein, par exemple. Donc, comme on vient de l'entendre, Madeleine Guilbeault nous a vraiment permis de mieux comprendre comment la fast fashion s'est développée, mais aussi pourquoi ce modèle est aujourd'hui aussi présent dans l'industrie de la mode. Ce qui ressort surtout de son intervention, selon moi, c'est à quel point le système repose sur la rapidité, mais aussi sur un renouvellement constant des collections, ce qui influence, veut pas, directement nos habitudes de consommation. Son analyse est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre le phénomène dans son ensemble, tout en reliant des aspects historiques, mais aussi économiques et sociaux. Le modèle a aussi un effet direct sur notre manière de percevoir les vêtements, qui sont de plus en plus perçus comme des biens temporaires plutôt que durables. On achète davantage, mais on garde moins longtemps, ce qui alimente encore plus le cycle de production rapide. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, on peut se demander comment les entreprises arrivent concrètement à maintenir ce modèle d'affaires-là. Pour répondre à cette question, on va entendre Sacha Bonapace, finissant en technique de comptabilité et gestion ici au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, qui s'intéresse aux stratégies économiques utilisées par les entreprises. Donc, voici ce qu'il a à dire sur la façon dont les entreprises de fast fashion parviennent à offrir des prix aussi bas, mais tout en restant aussi rentables. Vous allez vite vous rendre compte que ça part de deux éléments, à première vue, assez simples, qui sont directement liés entre eux. Le premier va être l'optimisation des coûts et le second, la maximisation du volume de vente. Je vais commencer par vous expliquer la maximisation du volume de vente parce que tout ça commence dès la production. On va venir produire énormément d'unités. On va faire une production de masse, ce qui va justement leur permettre de réduire leur coût unitaire, qui va ensuite venir impacter le coût des marchandises vendues en le diminuant, ce qui est excellent pour leur rentabilité, puisque lorsqu'ils vont vendre en masse, justement, ils vont faire beaucoup plus de profit par unité. Ensuite, au niveau de l'optimisation des coûts, ça part de plein de petits éléments, mais ici, on va vraiment parler de la délocalisation stratégique. En fait, ça, c'est tout simplement implanter des usines dans des pays moins développés au niveau industriel que, par exemple, le Canada, les États-Unis, pour avoir une main-d'œuvre à un coût beaucoup plus faible. Ensuite, pour la deuxième question, quelles sont les principales stratégies marketing utilisées par les entreprises de fast fashion? C'est assez simple. Ils vont vraiment miser sur une stratégie marketing qui est plus agressive et sophistiquée, qui va être vraiment axée sur la rapidité ainsi que la désirabilité des produits. En fait, premièrement, ils vont vraiment miser sur le renouvellement accéléré des collections, ce qui va justement créer un sentiment constant de nouveauté qui va inciter le consommateur à revenir acheter, revenir sur le site web pour vraiment s'en procurer un. Ensuite, ils vont y aller sur ce qu'on appelle le principe de rareté artificielle qui vient limiter le nombre d'unités par collection, bien qu'il soit énorme, mais qui va tout de même créer un sentiment d'urgence qui va stimuler justement l'achat impulsif chez ses acheteurs. Puis pour terminer, ils vont vraiment y aller au niveau du marketing numérique, notamment par les réseaux sociaux, comme vous le savez, j'imagine, en s'associant avec des influenceurs très populaires pour créer justement ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Ils voient leurs influenceurs préférés, les gens, avoir ce morceau de linge. Ils vont directement vouloir aller se le procurer pour justement faire comme eux, donc suivre la masse, si je pourrais dire ça comme ça. Comme on vient de l'entendre avec Sacha, les entreprises de fast fashion utilisent plusieurs stratégies pour réussir à vendre énormément de vêtements tout en gardant des prix très bas. Par contre, derrière cette rentabilité et cette rapidité de production-là, il y a aussi plusieurs conséquences sociales importantes qu'on oublie souvent lorsqu'on consomme ce type de produit-là. Quand on pense à la fast fashion, comme énuméré précédemment, on pense surtout aux vêtements abordables, aux nouvelles tendances ou encore aux grandes compagnies comme Zara, mais on pense beaucoup moins aux personnes qui fabriquent ces vêtements et aux réalités qu'elles vivent au quotidien. Dans plusieurs pays producteurs, comme le Bangladesh par exemple, l'industrie textile fonctionne à un rythme extrêmement rapide afin de répondre à la demande constante des consommateurs. Les entreprises veulent produire toujours plus vite, suivre les tendances le plus rapidement possible et offrir des prix très bas afin de rester compétitifs. Cette pression constante a des impacts directs sur les travailleurs parce que dans certains cas, les employés doivent travailler pendant de très longues heures dans des conditions difficiles afin d'atteindre les objectifs de production imposés par les entreprises. On parle aussi souvent des salaires très faibles comparativement à la charge de travail demandée.
Donc, même si l'industrie de la fast fashion permet à plusieurs consommateurs d'acheter des vêtements à faible coût, ce modèle repose souvent sur une main-d'œuvre qui ne bénéficie pas des mêmes avantages. Ce phénomène soulève plusieurs enjeux sociaux importants, notamment en lien avec les inégalités économiques et les droits humains. En cherchant constamment à produire plus rapidement et à plus faible coût, certaines entreprises accordent parfois davantage d'importance à la rentabilité plutôt qu'au bien-être des travailleurs. Il faut aussi comprendre que ces réalités restent souvent invisibles pour les consommateurs. Quand on achète un vêtement en ligne ou même dans une grande chaîne de magasins, on voit surtout le prix, le style ou les tendances du moment, mais on ne voit pas nécessairement tout le processus derrière la fabrication du produit. Les réseaux sociaux contribuent aussi beaucoup à cette surconsommation parce qu'on est constamment exposé à des influenceurs, à des hauls, à des promotions et à des nouvelles collections qui créent une impression qu'il faut toujours acheter quelque chose de nouveau pour suivre les tendances. Donc, même si plusieurs personnes connaissent maintenant certains impacts de la fast fashion, la consommation continue quand même d'augmenter parce que le phénomène est devenu tellement normalisé qu'on oublie parfois toutes les conséquences qui se cachent derrière cette industrie. La fast fashion ne touche donc pas seulement la mode ou la consommation, mais elle soulève aussi des questions importantes sur les inégalités, les conditions de travail et même la manière dont notre société valorise la consommation rapide. On va maintenant entendre un extrait du reportage Les ravages de la mode jetable de l'émission Géopolitis. Et dans cet extrait, Géraldine Viret, responsable des médias et des publications et coproductrice du podcast Mon œil, aborde plus précisément les réalités humaines vécues dans l'industrie de la fast fashion. Alors on peut vous rétorquer que ça fait tout de même vivre 75 millions de travailleuses, c'est surtout des femmes dans le monde. Bon, évidemment, les salaires, c'est, je crois, quelques centimes pour un t-shirt. Bon, 75 millions de personnes qui vivent de l'industrie textile, mais dans quelles conditions ? La promesse, quelque part, cette grande promesse d'un développement économique et social grâce à l'industrie textile globalisée, n'a jamais été tenue. Aujourd'hui, les salaires, il faudrait, dans les pays producteurs, les multiplier par 2, voire 5, pour atteindre un salaire vital. Donc ce serait quoi, en gros, en francs, c'est le salaire vital, disons, moyen? Ça dépend d'un pays à l'autre. Ça dépend d'un pays à l'autre. Mais aujourd'hui, on voit que les personnes ne parviennent pas à vivre. Et on voit aussi que ces grandes marques, au vu de leurs bénéfices, elles ont largement les moyens de faire mieux. Et le salaire vital, c'est un droit humain, droit fondamental. Et puis c'est la pierre angulaire, quelque part, pour la réalisation de toute une série d'autres droits. Droit à l'éducation, droit à la santé. Donc c'est vraiment fondamental que les États agissent. Alors justement, comment mieux réglementer ? Par exemple, il y a une directive de l'Union européenne sur le devoir de vigilance des multinationales qui devrait être signée. La France et l'Allemagne l'ont déjà adoptée. Est-ce que c'est la bonne voie ? C'est une des voies. Je crois qu'il n'y a pas une solution unique et parfaite, mais ça, c'est la bonne voie, c'est-à-dire de contraindre les grandes entreprises à respecter les droits humains et l'environnement sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, comme l'a fait la France, l'Allemagne, comme s'apprête à le faire l'Union européenne. C'est extrêmement important. Comme on vient de l'entendre dans l'extrait précédent, la fast fashion peut avoir des conséquences importantes sur les travailleurs de l'industrie textile, notamment en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail et le respect des droits humains. Derrière les vêtements vendus à très bas prix, il y a aussi souvent des employés qui travaillent dans des conditions difficiles afin de répondre à une demande qui est toujours en croissance. Mais les impacts de la fast fashion ne s'arrêtent pas seulement aux enjeux sociaux, parce que l'industrie a aussi des conséquences environnementales très importantes qui sont souvent moins visibles pour les consommateurs. Pour commencer, la production de vêtements demande énormément de ressources naturelles, particulièrement de l'eau. Puis la fabrication de certains morceaux comme des jeans ou les vêtements de coton nécessitent des milliers de litres d'eau avant même d'être vendus en magasin. Quand on pense au nombre immense de vêtements produits chaque année, on réalise rapidement l'ampleur du problème. Ensuite, il y a tout l'aspect de la pollution liée à la fabrication de vêtements, comme les teintures chimiques utilisées dans l'industrie textile peuvent contaminer les cours d'eau dans plusieurs pays producteurs. Dans certaines régions, les rivières deviennent littéralement polluées à cause des déchets rejetés par les usines textiles, puis cela peut avoir des conséquences importantes sur l'environnement, mais aussi sur la santé des populations qui vivent près de ces endroits-là. La fast fashion contribue également de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre parce que entre la fabrication des tissus, le fonctionnement des usines, l'emballage et le transport des vêtements partout à travers le monde, l'industrie génère énormément de CO2. Puis comme les collections changent constamment, les entreprises produisent toujours plus rapidement afin de suivre les tendances et de maintenir la consommation. On peut aussi parler du transport des vêtements.
parce que plusieurs morceaux parcourent des milliers et des milliers de kilomètres avant d'arriver jusqu'au consommateur. Les vêtements peuvent être fabriqués dans un pays, assemblés dans un autre, puis vendus ailleurs dans le monde. Tout ce transport nécessite énormément d'énergie et augmente encore davantage l'empreinte écologique de cette industrie. Un autre enjeu important est celui des déchets textiles, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le renouvellement très rapide des tendances, plusieurs consommateurs achètent beaucoup plus de vêtements qu'avant. Certains morceaux sont portés seulement quelques fois avant d'être oubliés ou même jetés. Donc, cela crée une énorme quantité de déchets chaque année. Même les vêtements donnés ou recyclés ne sont pas toujours réutilisés comme on le pourrait le penser. Une partie importante des vêtements finit dans les dépotoirs ou sont envoyés dans d'autres pays où ils peuvent aussi devenir une source de pollution. Les matières synthétiques utilisées dans plusieurs vêtements comme le polyester par exemple représentent également un problème environnemental parce que lorsqu'on lave ce type de vêtements-là, ils peuvent libérer des microplastiques dans l'eau. Ces particules microscopiques finissent souvent dans les océans et peuvent avoir des effets sur les écosystèmes marins. La rapidité avec laquelle les entreprises produisent les vêtements encourage aussi une culture de surconsommation. Les compagnies créent constamment de nouvelles tendances afin de pousser les consommateurs à acheter davantage. Comme nommé précédemment, avec les réseaux sociaux, les influenceurs et la pression de toujours suivre la mode, plusieurs personnes ressentent le besoin de changer fréquemment leur garde-robe. Donc, lorsqu'on observe l'ensemble des impacts sociaux et environnementaux de la fast fashion, on réalise que les conséquences de cette industrie sont aujourd'hui très bien documentées. Depuis plusieurs années, il existe de nombreux reportages, de documentaires et d'articles scientifiques qui dénoncent les pratiques de certaines grandes entreprises de mode rapide. Mais, malgré toutes ces sensibilisations, la fast fashion continue quand même d'occuper une place importante dans les habitudes de consommation de plusieurs personnes. J'ai donc demandé à Madeleine Goubeau, spécialiste en mode et habillement, ce qu'elle pense de cette situation et pourquoi, malgré tous les impacts connus aujourd'hui et toute la sensibilisation, l'industrie de la fast fashion continue encore d'être aussi populaire et aussi peu remise en question. Donc, voici ce qu'elle a à dire à ce sujet. C'est une sphère de consommation pour laquelle on a eu l'habitude de dire c'est juste la mode, tu sais. Donc, on est devenu beaucoup plus critique par rapport à la surconsommation dans le domaine de l'alimentation ou le traitement des animaux dans un contexte d'élevage de masse ou les pesticides dans un contexte d'agriculture ou quoi que ce soit. Mais tout ça peut être vrai à propos de la mode aussi, mais c'est juste de la mode. C'est un sujet féminin, c'est un peu superficiel, c'est des questions d'esthétique, alors que si on est un intellectuel, on va beaucoup plus se préoccuper des questions d'esprit, puis à la limite, c'est un statement de mal s'habiller. Puis donc, c'est vraiment un sujet qui n'a pas été traité avec les mêmes règles d'éthique et de déontologie que les autres du point de vue journalistique. Donc, je dirais que tout ça a contribué à ce qu'on s'en fasse moins à propos de la mode qu'à propos de d'autres industries. Comme Madeleine Goubeau l'expliquait dans l'extrait précédent, la mode demeure encore aujourd'hui un sujet qui est parfois banalisé malgré tous les enjeux qui y sont liés. Pourtant, les impacts de la fast fashion sont maintenant largement connus et documentés. Donc, une fois qu'on comprend les conséquences sociales et environnementales de cette industrie, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Une des premières pistes de solution concerne notre rapport à la consommation. Depuis plusieurs années, les entreprises de fast fashion encouragent une logique où les vêtements deviennent presque des produits temporaires. Les tendances changent rapidement, les collections se multiplient et les consommateurs sont constamment poussés à acheter davantage. Donc, changer cette manière de consommer représente déjà une étape importante. Plusieurs personnes essaient aujourd'hui de bâtir une garde-robe plus durable avec des vêtements qu'elles vont réellement porter longtemps, plutôt que des morceaux achetés seulement pour suivre une tendance qui va disparaître quelques semaines plus tard. On voit aussi de plus en plus des consommateurs se tourner vers les friperies et les vêtements de seconde main. Cette pratique permet non seulement de réduire la quantité de nouveaux vêtements produits, mais aussi de prolonger la durée de vie de ceux qui existent déjà. Avec les plateformes de revente sur les réseaux sociaux, cette façon de consommer devient progressivement plus populaire, surtout chez les jeunes générations. Certaines personnes choisissent également d'échanger des vêtements avec leurs amis, de transformer des morceaux qu'elles possèdent déjà ou encore d'apprendre à réparer certains vêtements au lieu de simplement les jeter. Même si ces gestes-là peuvent sembler petits individuellement, ils contribuent à ralentir le rythme de consommation encouragé par la fast fashion. Le concept de slow fashion gagne aussi de plus en plus de place.
Contrairement à la fast fashion, cette approche encourage des achats plus réfléchis, une meilleure qualité de vêtements et une consommation moins impulsive. L'objectif n'est pas nécessairement d'arrêter complètement de suivre la mode, mais plutôt de développer une relation plus durable avec nos vêtements. Certaines personnes décident aussi de soutenir des entreprises locales ou des marques qui mettent davantage l'accent sur des pratiques éthiques. Même si ces vêtements peuvent parfois coûter plus cher, plusieurs consommateurs considèrent qu'ils représentent une meilleure option à long terme. Mais les changements ne doivent pas seulement venir des consommateurs. Plusieurs spécialistes rappellent que les entreprises ont elles aussi une responsabilité importante dans les impacts de la fast fashion. Certaines compagnies commencent déjà à modifier certaines pratiques, par exemple en utilisant des matériaux plus durables, en limitant certaines productions ou encore en offrant davantage de transparence concernant leur chaîne de fabrication. Cependant, plusieurs critiques considèrent que ces changements restent parfois insuffisants face à l'ampleur du problème. Il y a aussi toute la gestion des réglementations gouvernementales. Dans certains pays, des discussions ont lieu afin de mieux encadrer les grandes entreprises de mode rapide, notamment concernant leurs impacts environnementaux ou leurs conditions de production. Plusieurs spécialistes estiment que sans règles plus strictes, il sera difficile de réellement transformer l'industrie. La gestion des matériaux utilisés représente également un enjeu important. Plusieurs vêtements de fast fashion sont fabriqués avec des fibres synthétiques qui peuvent contribuer à la pollution, notamment à cause des microplastiques relâchés dans l'eau lors des lavages. C'est pourquoi plusieurs experts encouragent le développement de textiles plus durables ou recyclés. Et évidemment que l'éducation et la sensibilisation demeurent aussi des éléments importants. Aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus exposés à des documentaires, par exemple à des reportages ou à des contenus qui dénoncent les impacts de la fast fashion qu'il y a quelques années. Mais malgré tout ça, les habitudes de consommation changent parfois lentement parce que l'industrie reste extrêmement accessible et très présente dans la culture populaire. Comme mentionné, les réseaux sociaux jouent également un rôle énorme dans cette réalité. Les tendances évoluent rapidement et plusieurs influenceurs présentent constamment de nouveaux vêtements ou de nouvelles collections. Ça crée souvent une pression implicite à consommer davantage et à toujours renouveler son style. Donc, même lorsqu'on connaît les impacts de la fast fashion, il peut être difficile de complètement changer ses habitudes parce que cette manière de consommer est devenue très normalisée dans notre société. Et justement, Madeleine Goubeau apporte une réflexion intéressante sur les façons de rendre ces changements plus efficaces dans la société actuelle. Dans le prochain extrait, elle présente une approche qui mise davantage sur l'influence sociale et culturelle afin de rendre les comportements de consommation plus responsables, plus attrayants auprès du public. Voici ce qu'elle a à dire. Je dis selon moi, mais c'est en fait selon l'ONU. Il y a un rapport qui a été produit en 2022, si je ne me trompe pas, qui dit que, considérant l'urgence climatique et environnementale, on n'a plus le temps d'éduquer les gens, de mettre un étiquetage qui nous dit l'impact de notre vêtement. C'est pas ça qui aura le plus grand impact à plus court terme. Ce qui est susceptible d'avoir un réel impact à court terme, c'est de changer radicalement la façon dont on communique à propos de la mode pour rendre désirable une moins grande quantité de choses de qualité. Donc, ce qu'il faut, c'est que des influenceurs, des gens là qu'on a le goût de copier, des gens qu'on veut être, si on veut, ben, aient l'audace de mettre de l'avant le fait de reporter ces choses, le fait de rendre très cool la qualité du vêtement plutôt que le renouvellement constant des looks. Donc, tu sais, je pense à des personnalités très en vue là, qui feraient le pari de faire ça. Ben, ça permettrait de rendre désirable dans la masse le fait de posséder moins mais mieux sans devoir passer par l'éducation du public. Donc, c'est de passer par les émotions des gens pour rendre une meilleure consommation plus désirable, en fait. Et ça a une chance d'être efficace beaucoup plus rapidement. Comme on vient de l'entendre dans l'extrait précédent, Madeleine Goubeau explique qu'aujourd'hui, sensibiliser les consommateurs ne suffit plus nécessairement à changer les habitudes de consommation. Selon elle et selon l'ONU, plusieurs personnes connaissent déjà les impacts environnementaux et sociaux de la fast fashion. On entend régulièrement parler de pollution, de surconsommation ou encore de mauvaises conditions de travail dans certaines usines de production textile. Donc, le problème n'est pas seulement un manque d'information.
Même lorsqu'on sait que cette industrie peut avoir des conséquences importantes, les habitudes de consommation changent parfois très lentement. Madeleine explique alors qu'il faut davantage influencer les consommateurs à adopter une consommation plus responsable plutôt que seulement tenter de les sensibiliser. L'idée est de rendre certaines habitudes plus valorisées socialement, comme acheter des vêtements de meilleure qualité, porter plus longtemps les mêmes morceaux ou encore encourager des pratiques de consommation plus durables. Parce qu'en ce moment, le modèle de la fast fashion fonctionne justement grâce à une consommation extrêmement rapide. Les entreprises créent constamment de nouvelles collections afin d'encourager les consommateurs à acheter davantage. Donc, plusieurs spécialistes considèrent qu'il faut transformer la manière dont la société perçoit la consommation dans le domaine de la mode. Mais plusieurs critiques rappellent aussi que les consommateurs ne peuvent pas porter toute la responsabilité du problème. Une grande partie des solutions concernent directement les entreprises et les pratiques de production utilisées dans l'industrie de la mode. Actuellement, plusieurs compagnies de fast fashion produisent des vêtements à un rythme extrêmement rapide afin de suivre les tendances et de maintenir des prix très bas. Ce système entraîne une production massive de vêtements partout dans le monde et contribue directement aux impacts environnementaux et sociaux dont il a été question plus tôt dans l'épisode. Donc, pour réduire cet impact, plusieurs spécialistes estiment que certaines pratiques de production doivent être modifiées. Donc, par exemple, certaines entreprises commencent progressivement à utiliser des matériaux plus durables ou moins polluants dans la fabrication de vêtements. D'autres essaient de réduire leur consommation d'eau ou de limiter l'utilisation de certains produits chimiques dans le procédé de teinture textile. La question de la surproduction représente aussi un enjeu important. Plusieurs critiques dénoncent le fait que certaines compagnies fabriquent énormément plus de vêtements que ce qui est réellement nécessaire, simplement afin de renouveler constamment les tendances et à encourager les achats impulsifs. Une des pistes de solution serait donc de ralentir le rythme de production et de limiter le renouvellement continu des collections. Certaines entreprises commencent également à mettre en place des programmes de recyclage ou de récupération textile afin de réutiliser certains tissus et réduire leurs déchets produits par l'industrie. Cependant, plusieurs spécialistes considèrent que les changements volontaires des entreprises ne seront probablement pas suffisants à eux seuls. C'est pourquoi plusieurs pays discutent maintenant d'un meilleur encadrement de l'industrie de la mode rapide. Certaines réglementations pourraient par exemple obliger les compagnies à être plus transparentes concernant leurs méthodes de fabrication, leurs impacts environnementaux ou encore leurs conditions de travail dans leurs usines. D'autres mesures pourraient aussi imposer des normes plus strictes concernant la gestion des déchets textiles, l'utilisation de ressources naturelles ou encore les émissions de pollution liées à la production des vêtements. Donc, même si certaines entreprises commencent progressivement à modifier certaines pratiques, plusieurs spécialistes estiment qu'il reste encore beaucoup de changements à faire afin de rendre l'industrie de la mode réellement plus durable. On va maintenant entendre un extrait du reportage Géopolitis dans lequel Géraldine Viret aborde certaines pistes de solutions proposées dans l'industrie de la mode, notamment en lien avec les matériaux utilisés, ainsi qu'avec certaines recommandations soutenues par l'ONU. Donc, voici ce qu'elle a à dire sur le sujet. On voit aussi le désastre finalement que sont les désastres écologiques, que sont les microplastiques avec ce coton industriel. Comment on peut faire changer ça aussi ? Bon, ce qu'on voit, si on regarde par exemple l'Union européenne, on voit qu'il y a une véritable volonté d'agir contre la fast fashion avec une stratégie pour des textiles plus durables. Et je pense que ça, c'est une bonne voie. Mais ce qui est clair, c'est que dans tous ces projets, ces volontés de réglementation, il ne faut absolument pas plier face à la pression des lobbies. Et c'est souvent le problème, en fait, parce que les lobbies de l'industrie cherchent vraiment à étouffer, à édulcorer toute volonté de régulation. Mais vous parlez de textiles plus durables. Alors, on se pose la question, les consommateurs, est-ce qu'il faut prendre du coton bio, du lin Qu'est-ce qui est, disons, éthique ? Bon, je pense que le moins de tout possible, c'est vraiment le premier message à faire passer. Et puis ensuite, si on utilise des fibres, il faut recycler, réutiliser les fibres existantes. Si on utilise des nouvelles fibres, plutôt privilégier les fibres naturelles, issues de l'agriculture biologique, ça c'est important. Mais il n'y a pas de matériaux quelque part exemplaires. Tous les matériaux ont un impact environnemental. Comme on vient de l'entendre dans cet extrait, plusieurs solutions commencent progressivement à être proposées afin de réduire les impacts de la fast fashion. Géraldine Viret met notamment en lumière l'importance de revoir certaines pratiques de production dans l'industrie de la mode, mais aussi de porter davantage attention aux matériaux utilisés dans la fabrication des vêtements.
Elle rappelle également que plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, dénoncent depuis plusieurs années les impacts environnementaux et sociaux de la fast fashion et encouragent les entreprises à adopter des pratiques plus responsables. Donc, comme on a pu le voir tout au long de cet épisode, la fast fashion est un phénomène beaucoup plus complexe qu'il peut sembler au premier regard. Derrière ces vêtements souvent très accessibles et des tendances qui changent rapidement se cachent en réalité plusieurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux. On a d'abord vu que cette industrie repose sur un modèle économique extrêmement rapide où les entreprises cherchent constamment à produire davantage tout en maintenant les prix les plus bas possibles. Comme Sacha l'expliquait plus tôt dans l'épisode, plusieurs stratégies marketing sont utilisées afin d'encourager la consommation et de rendre les produits toujours plus accessibles aux consommateurs. Mais au-delà de l'aspect économique, cette industrie soulève également plusieurs enjeux sociaux importants. Les conditions de travail dans certaines usines, les très faibles salaires ou encore les impacts sur les droits humains démontrent que les conséquences de la fast fashion dépassent largement le simple domaine de la mode. On a aussi pu constater que cette industrie a des impacts environnementaux considérables. La production massive de vêtements entraîne une utilisation importante de ressources naturelles comme l'eau, en plus de contribuer à différentes formes de pollution et à la production de déchets textiles à grande échelle. Même si ces enjeux sont aujourd'hui largement documentés à travers des reportages, des documentaires et plusieurs recherches, la consommation de fast fashion demeure encore extrêmement présente dans notre société. Comme Madeleine l'expliquait plus tôt, ça peut notamment s'expliquer par certaines normes sociales ainsi que par la manière dont la consommation est valorisée dans notre société actuelle. Par contre, plusieurs pistes de solutions existent également. Certaines concernent davantage les habitudes de consommation, tandis que d'autres touchent notamment les entreprises, les pratiques de production ou encore l'encadrement de l'industrie de la mode. Personnellement, ce projet m'a surtout permis de réaliser à quel point la fast fashion influence plusieurs aspects de notre société et à quel point les impacts vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut s'imaginer au départ. J'espère que cet épisode aura permis de mieux comprendre les différents enjeux liés à cette industrie et surtout d'amener une réflexion sur nos habitudes de consommation. Mais avant de terminer, je voudrais remercier Sacha Bonapace et Madeleine Goubeau pour leur participation et leurs interventions dans l'épisode. Puis je voudrais également remercier l'équipe de Géopolitis pour l'autorisation d'utiliser un extrait de leur reportage dans le cadre de ce balado. Finalement, merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode réalisé dans le cadre de mon cours Projet d'intégration en sciences humaines. Et peut-être qu'à la prochaine fois qu'on achètera un morceau de vêtement, on va réfléchir un petit peu plus à ce qui se cache derrière. Merci beaucoup.